on discute, on fait connaissance et il me dit je suis développeur. C'était plus un avantage en fait d'être plus jeune. Parce que ça fait une super histoire à raconter, c'est avec lesquelles j'ai envie de travailler, c'est celles qui ont un impact positif. Je m'appelle Ruben, je suis étudiant à Schema. Quand j'avais 15 ans, j'ai créé une application mobile qui s'appelait Greener et qui permettait de recenser, de ramasser les déchets sauvages pour permettre aux mairies de connaître, de savoir où il y en avait en France. J'ai bossé sur ce projet pendant plus de 2 ans. J'ai découvert l'entrepreneuriat avec ça et ça m'a passionné. Et ça a réuni un petit peu plus de 20 000 citoyens en France. Donc c'était un gros projet pour mon âge à l'époque, j'ai adoré ça. J'ai arrêté quand je suis rentré en prépa. Donc après prépa, école de commerce, j'ai essayé de relancer un projet, relancer une boîte quand j'étais en école. Ça n'a pas marché cette fois et j'ai appris plein de choses, j'ai trouvé mon stage grâce à ça, grâce à la personne que j'ai rencontrée dans ce projet. Et maintenant je suis à Schema, en stage en parallèle, je vais commencer mon stage en janvier et toujours hyper intéressé par l'entrepreneuriat et les sujets autour des startups à impact. Du coup, on va commencer par ta première startup. Déjà, tu étais assez sensible, du coup, j'imagine, aux questions environnementales. Et comment tu as trouvé cette idée à un âge aussi jeune, disons ? Oui, c'est ça. J'étais assez sensible sur ces sujets-là. Et je cherchais en même temps un projet qui fasse sens pour moi, un projet impact dans lequel m'engager. Et c'est en courant, en fait, je courais autour de chez moi dans le Beaujolais, je viens du nord de Lyon, que je suis tombé sur une décharge sauvage de déchets. Et je suis allé voir la mairie pour leur dire, il y en a une là. Et ils m'ont dit, ah oui, c'est cool, mais en fait, on ne sait pas où c'est précisément. Donc on ne pourra pas nettoyer, on ne pourra pas ramasser en fait. Et en me renseignant un peu, je me suis dit, il doit forcément, on est en 2020, y avoir une appli où on peut recenser les déchets sauvages. Je regarde, ça n'existe pas. Du coup, je cherche pendant quelques semaines, je contacte des assos locales, il n'y a rien qui existait. Et à ce moment-là, je me dis, ce serait cool d'essayer de cartographier déjà ces déchets sauvages. Donc de créer une appli où les citoyens pourraient prendre en photo les déchets qu'ils voient quand ils ne peuvent pas les ramasser sur le moment, pour que déjà il y ait ce système de géolocalisation qui fonctionne. Donc j'en parle un peu autour de moi, j'essaie de lancer le projet avec un ami qui code un peu à l'époque. On n'y arrive pas du tout parce qu'il code pas assez bien, que c'est beaucoup trop compliqué. Par hasard, à un repas avec des amis de mes parents, je rencontre un monsieur qui s'appelle Jean Didier, qui a 41 ans à ce moment-là, que je connais pas du tout, donc on discute, on fait connaissance et il me dit je suis développeur. Donc on commence à discuter et en fait je passe toute la soirée à le pourrir avec mon idée. Vraiment je le tunnel pendant 3-4 heures je pense pour au final obtenir son mail. Et dans les semaines qui suivent, donc je convainc, j'essaie d'en discuter avec lui, de lui dire que ce serait cool qu'on fasse ce projet. Et on va bosser là-dessus pendant quelques mois ensemble, pendant 3-4 mois, et puis plus ça avance, plus on dit qu'en fait il y a peut-être un truc à faire, que ce serait cool aussi que les mairies après puissent venir s'organiser depuis l'appli pour nettoyer, et puis toutes les assos locales, les entreprises qui veulent agir aussi, qui veulent avoir un impact, puissent s'engager et puissent tout organiser depuis l'application. Donc à la fois en effet le recensement des déchets sauvages, et puis après leur ramassage. Voilà, donc on bosse là-dessus pendant 9 mois, on sort l'appli, c'est un gros morceau, ça c'est quand même beaucoup de travail, c'est plusieurs heures par jour. Et après 9 mois, rien. Il se passe rien parce que aucun utilisateur. Et donc à ce moment-là, je découvre qu'en fait c'est cool d'avoir fait un produit, mais qu'il faut communiquer un petit peu dessus. Et donc je commence à me former un peu, j'apprends à communiquer un petit peu aussi. C'est les débuts à ce moment-là du compte Insta, du compte LinkedIn. On commence à faire un tout petit peu de bruit, mais c'est des médias locaux, des petits événements. Et petit à petit, on commence à tester dans des médias un petit peu plus gros. Et ça marche comme ça jusqu'à ce qu'on ait une couverture qui est nationale, avec Brut, avec le JT de France 2. Avec des médias importants qui commencent à parler du projet. Et ça donne une vraie visibilité au projet, une vraie énergie pour continuer. À aucun moment, à 15 ans, tu t'es dit les déchets, c'est pas forcément à moi de gérer ça, ou je suis trop jeune pour lancer mon projet par moi-même. Au début, j'avais ça parce que c'est hyper compliqué. Quand on sait coder, je pense qu'on voit les choses différemment. Je suis pas du tout un tech, donc je sais pas coder. J'ai quelques bases maintenant, mais je suis pas développeur. Et donc c'est plus la contrainte technique et financière, parce qu'une appli c'est 15-20 000 euros rapidement pour juste du front, juste une interface. Et donc se dire j'ai pas le budget, j'ai pas de contact et je sais pas coder, concrètement je fais comment pour lancer mon appli. Donc au début il y a un peu ça, mais c'est au moment où je me suis lancé dans la partie communication, donc quand on commençait à bien avancer avec Jean Didier, que j'ai vu que c'était plus un avantage en fait d'être plus jeune, parce que ça fait une super histoire à raconter. Et du coup les gens ont envie de faire partie de l'histoire, ils ont envie de s'engager dans le projet. Et tu savais déjà que tu voulais faire de l'entrepreneuriat, ou c'est à ce moment-là que tu t'es dit c'est pour moi quoi? Ça m'attirait déjà. Après, j'étais pas sûr de moi, mais ça m'attirait quand même pas mal. Et je pense que je l'avais quand même en tête au moment où je cherchais un problème, un truc concret à pouvoir résoudre. Et idéalement sur un sujet impact comme ça, parce que ça me touche plus et ça me parle, donc c'est cool si en plus c'est un impact positif. Du coup, tu parles beaucoup d'impact et tu dis que t'aides les startups à impact à faire du bruit. Et donc pour toi, ce serait quoi la définition d'une startup à impact ? Alors une startup à impact, c'est du coup une startup, donc une petite équipe qui est sur un marché à forte croissance et qui cherche à
à résoudre un problème où après elle pourra changer d'échelle. Et à impact, je pense principalement à l'impact environnemental, à l'impact social, qu'on oublie parfois d'ailleurs. Donc startup à impact, ça va être par exemple Too Good To Go, qu'on connaît, qu'on utilise tous. C'est une startup à impact parce que c'est un impact hyper positif. Ça peut être Green Goat, que je rejoins en stage là, qui est une néobanque qui investit l'argent de ses clients dans la transition environnementale. Donc une startup à impact, pour moi, c'est une petite boîte qui essaie de faire des choses cool. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais pour leur donner cette visibilité? Alors, je bosse avec elle en freelance. Je travaille avec elle exclusivement sur LinkedIn, enfin en ce moment en tout cas. L'idée, c'est de créer du contenu en partant de la personnalité de certains salariés, donc personal branding, pour donner de la visibilité à la boîte. Parce qu'il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, les LinkedIn commence à être saturé par les pages entreprises et le contenu entreprise a de moins en moins de visibilité. Et je pense que ça va être de plus en plus le cas avec le développement de l'IA générative, parce que c'est très facile de créer du contenu pour une boîte, toutes les boîtes le font sur LinkedIn. Donc en fait, le meilleur moyen aujourd'hui pour une boîte sur LinkedIn de se démarquer, c'est de donner une voix à ses salariés, idéalement à son fondateur ou sa fondatrice. Et ceux qui le font s'en sortent très très bien. Lucie Bache avec Too Good To Go par exemple, Justine Hutto de Respire, il y en a plein d'autres. Mais toutes ces boîtes-là, c'est des boîtes qui sont incarnées en quelque sorte par un visage et par une voix. Et c'est très intéressant parce que déjà ça rend la communication beaucoup plus authentique et ensuite c'est beaucoup plus dur de les remplacer et de les concurrencer. Est-ce que tu as un critère principal pour choisir lesquels tu vas mettre en avant? Je dirais que c'est avant tout, c'est au cas par cas en fait. C'est est-ce que le projet me plaît et est-ce que je me projetterais d'aller bosser avec eux en tant que salarié. Et si la réponse est oui, je pense que c'est un bon critère et que c'est un bon indicateur. Ouais. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué en particulier? J'ai quand même été très positivement marqué par la boîte où j'ai fait mon premier stage. En fait, quand je bossais sur mon deuxième projet, donc c'était une application pour la livraison de repas entre salariés, donc rien à voir, qui n'a pas du tout fonctionné, qui a complètement flop quand j'étais à Lille. J'ai bossé dur dessus pendant plusieurs mois. Je cherchais un nouveau développeur avec qui m'associer, et j'ai rencontré Gabriel, qui est un ami maintenant. Et il m'a proposé en fait de le rejoindre quand j'ai dû choisir mon premier stage. Je devais aller chez Too Good To Go normalement. J'avais passé tous les entretiens, c'était fait. Et au dernier moment, Gabriel, qui bossait dans cette boîte-là en tant que codeur, m'a proposé de le rejoindre. Donc, la boîte s'appelle Trace for Good. Et c'est un SaaS B2B qui permet aux grandes marques de mode de faire de la traçabilité sur les vêtements. Parce qu'aujourd'hui, les marques de mode ont énormément d'interlocuteurs différents. Elles n'ont pas 2 ou 3 fournisseurs, il y a vraiment 10 rangs sur la chaîne de fournisseurs. Et donc une marque qui propose des vêtements ne sait pas qui a fait par exemple le tissage ou qui a fait la couleur des vêtements. Il y a plein d'étapes, c'est très fragmenté comme c'est une chaîne de valeur mondiale. Et du coup, les marques aujourd'hui ont des obligations environnementales en termes d'information du consommateur pour que bientôt on ait un équivalent du Nutri-Score sur tous les vêtements. Et elles ne sont pas en mesure de fournir la data aujourd'hui parce que c'est trop compliqué, c'est trop complexe. Et donc TFG, Trace for Good, aide les marques, des marques comme Jonac, comme Fusalp, comme IKKS, à gagner en transparence. Donc ça a été une super belle expérience, c'est une boîte avec laquelle je suis complètement aligné. Tu parles beaucoup de startup à impact. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui, dans le futur, toutes les startups devront avoir un impact? Est-ce que c'est une nécessité pour toi? Pas nécessairement. Je pense que les startups, de toute façon, en tout cas celles qui survivent, celles qui prospèrent après, elles sont là pour répondre à un besoin, servir un marché. Simplement, je sais que celles qui, moi, m'animent, celles qui, moi, me motivent et celles avec lesquelles j'ai envie de travailler, c'est celles qui ont un impact positif. Parce que je trouve que ça apporte quelque chose au projet et que c'est d'autant plus sympa et d'autant plus motivant. Et j'ai le sentiment quand même que dans notre génération, il y a de plus en plus de gens qui font aussi ce constat-là, sans forcément parler d'écologie ou d'impact social, mais du fait de vouloir trouver du sens dans son travail et de vouloir chercher un petit peu ce plus et pas juste l'équipe, le salaire, d'avoir un peu aussi une question de chercher une mission, de chercher un truc qui nous motive un peu. Donc je pense que c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Ça va être une question un peu gnangnan, je préviens. Est-ce que tu penses que ça t'a fait mûrir le fait d'avoir entrepris plusieurs startups comme ça? Et qu'est-ce que tu dirais si tu pouvais revoir ton toi à 15 ans du coup? Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est une super bonne question. Pour le côté prise en maturité, oui, c'est sûr que ça m'a fait prendre en maturité. Et je pense que l'échec que j'ai eu avec Banquet, du coup c'était le nom du deuxième projet que j'ai essayé de lancer, m'a plus apporté que le succès relatif que Greener avait eu. Donc de ce côté-là, je pense qu'on apprend plus dans l'échec que quand un projet fonctionne. Et ce que je me dirais quand j'avais 15 ans, honnêtement rien du tout, parce que j'ai fait plein de boulettes, j'ai fait plein d'erreurs, mais
J'ai appris énormément, c'était une aventure qui était incroyable. J'étais très naïf sur plein de choses, mais en même temps c'est cette naïveté aussi qui fait qu'on peut se dire vas-y on tente quoi. Après il y a toute la question de la rétention, comment tu fais pour que les utilisateurs reviennent et que ce soit pas juste un usage unique de l'application, auquel cas elle n'a pas d'intérêt. Comment tu fais pour que les mairies, qui sont quand même pas les organismes les plus modernes et les plus sensibles aux changements et aux nouvelles technologies, comment tu fais pour les faire venir sur une application? Et pareil pour les entreprises, pareil. Donc en fait c'était hyper intéressant, et je pense que honnêtement si je me voyais à 15 ans je me dirais rien du tout, parce que juste c'était trop bien de pas savoir, d'essayer et d'apprendre comme ça. Est-ce que tu peux préciser ce que tu dis quand tu dis qu'on apprend plus dans l'échec que dans la réussite? Je pense qu'un projet qui fonctionne, c'est un mauvais... j'allais dire c'est un mauvais professeur, c'est hyper cliché comme phrase. C'est une mauvaise leçon, parce que en fait on a l'impression que c'est possible après de recommencer, que c'est pas si compliqué. Comme Greener avait bien fonctionné, vraiment j'ai relancé Banquet quand je suis arrivé à Schema en me disant je sais faire presque. Et c'était pas du tout, pas du tout en fait, parce que déjà quand on se plante, on se rend compte de la part de chance qu'on a eu la fois où ça a marché. Ça c'est hyper intéressant. Et ensuite, chaque aventure est différente. Et là pour Banquet, je voulais faire une application qui permettait aux salariés donc de gagner du temps sur leur pause de midi en allant récupérer le repas de leurs collègues. Donc en fait, ceux qui allaient récupérer étaient rémunérés, et ceux qui se faisaient livrer, c'était gratuit pour eux, donc ils gagnent du temps quoi. Et donc il y avait ce concept-là, mais il fallait faire une interface utilisateur, une interface restaurateur, il fallait connecter les deux et connecter tout ça avec les API des restaurants. Donc c'était beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus compliqué que de créer une application de géolocalisation de photos et d'organisation de marge de ramassage. Et c'est là où je pense que c'est un bon enseignement de se planter sur un projet, c'est que ça permet de mieux prendre en compte les réalités, de mieux prendre en compte déjà la difficulté technique d'un projet, les contraintes. En termes de temps, j'avais complètement sous-estimé combien de temps il fallait pour développer Banquet. Donc c'est de ce côté-là, je pense que c'est intéressant. Et donc à ton avis, toi, les raisons de cet échec, c'est parce que c'était trop compliqué et par manque de temps? C'est pour ça? Il y a plusieurs choses. Déjà, je suis pas convaincu aujourd'hui qu'il y ait une demande pour ce service-là, pour commencer. Ensuite, c'est sûr que c'est pas un projet qu'on peut lancer en y passant 3-4 heures par jour avec un développeur qui est en CDI à côté. C'est un truc, faudrait se mettre à 5 dessus à plein temps. Donc là où Greener s'y prêtait plus, je trouve. Greener était plus restreint dans son approche, c'était plus proche d'un MVP, vraiment d'un produit minimal viable. On peut tester une idée, on peut le lancer. Mais lancer une application comme ça, ou autre chose, que ce soit un SaaS ou autre chose, si l'idée de base et l'idée originelle est trop large, c'est très compliqué de la tester, de la mettre en pratique. Comment on dit? Tu regrettes de ne pas t'y être mis à 100% dedans? Je suis désolée. Non, pas du tout, non, aucun regret là-dessus, parce que j'arrivais aussi en école de commerce, je sortais de 2 ans de prépa, donc il y avait aussi, je pense, une volonté de profiter tout simplement, de vivre à côté, de faire un peu plus de sport, de voir des amis, de faire des soirées. Donc c'était pas une obsession pour moi de lancer ce projet quand je suis arrivé en école, c'était une envie, et ça m'a apporté beaucoup, et c'est grâce à ça que j'ai trouvé mon stage à la fin, et que j'ai trouvé aussi ce qui me plaisait un peu, donc non, c'est hyper cool. Okay. Moi, j'avais une question au niveau du projet Greener. Oui. Tu as dit que tu l'as arrêté à ton arrivée en prépa. Je voulais savoir pourquoi tu l'as arrêté et si, par exemple, il y a quelqu'un qui l'avait repris pour le continuer. J'ai arrêté parce que j'y passais 3-4 heures par jour, des fois un petit peu 5, je pense. Et j'ai eu une période de 2-3 semaines où on était en juin, juillet, au moment des admissions Parcoursup, avant la prépa. Et je me suis dit non, mais tranquille, en vrai je vais bosser dur, je vais faire les deux. Je connaissais pas la prépa du coup. Donc j'ai voulu continuer un peu, mais en fait au mi-juillet je me suis dit t'es complètement fou. Il y a les programmes de prépa qui commencent à arriver tout doucement, les trucs pour se préparer pendant l'été qui sont tout gentils là. Et je me dis non, ça va pas le faire en fait. Du coup j'ai contacté tous nos partenaires, j'ai annoncé que j'arrêtais. Et 10 jours après, à peu près, 2 semaines après, il y a un monsieur qui s'appelle Patrice qui m'a appelé, Patrice Clos, qui est le fondateur de TrashSpotter. TrashSpotter, c'est pour le coup c'est vraiment l'équivalent de Greener, c'est une application similaire, qui m'a contacté et qui m'a dit est-ce que ça t'intéresse qu'on reprenne Greener, donc on rachète Greener et qu'on puisse repartir avec la base de données. Et donc on l'a fait. Il y a une période de transition de 2-3 mois où j'ai travaillé avec TrashSpotter pour faire la transition des deux applications. Et tous les utilisateurs qui le souhaitaient ont pu rejoindre TrashSpotter, les mairies pareil. Et ça a permis à TrashSpotter de bien se développer, de devenir le partenaire du World Cleanup Day, qui est aujourd'hui c'est le partenaire officiel en France. Et aujourd'hui ils sont un petit peu plus de 50 000 utilisateurs. Donc voilà comment ça s'est passé.
Mais du coup, pourquoi la prépa? Parce que j'ai l'impression que ça a plus été un frein pour toi dans ton application qu'autre chose. J'ai hésité, j'ai eu une période de, je sais pas, peut-être un mois ou deux où je me suis dit est-ce que je me lance à fond dans le greener ou est-ce que je fais une prépa pour faire une école et on verra après. En fait, ce qui a été déterminant, c'est que je cherchais un business model pour l'application, pour la rendre viable, pour que déjà on puisse, que ce soit maintenable économiquement. Pour tous les frais techniques, on avait beaucoup de frais liés au développement, liés à l'interface, liés au serveur. C'est des frais qu'on voit pas trop quand on est utilisateur, mais c'est très compliqué pour une application gratuite et qu'il n'y a pas de business model d'être viable. L'application Give, par exemple, qui marche très bien aujourd'hui pour le don, un Vinted du don, est viable seulement depuis quelques temps parce qu'elle propose une formule premium. Mais avant, c'était pas viable. Et donc en fait, la question que je me posais, c'était est-ce que j'arrive à trouver un business model qui est viable avant d'entrer en prépa? Et j'ai travaillé très dur pendant 3-4 mois pour essayer j'ai contacté plein de boîtes. J'ai discuté avec Blablacar, avec Engie, avec Decathlon. On a eu un partenariat avec Decathlon d'ailleurs. Decathlon France pour mettre des affiches dans les rayons randonnés des 330 magasins. Mais donc j'ai pas réussi à trouver un partenaire qui était prêt à financer l'application. Parce qu'à ce moment-là, je pense que le projet était pas encore assez développé, mine de rien. Qu'il aurait fallu avoir un tissu plus fort d'entreprises qui étaient actives dessus. Et aussi parce que c'était tôt en réalité. Et que le sujet des déchets sauvages, aujourd'hui ça paraît peut-être un peu plus normal, mais en 2021 c'était un petit peu moins le cas. Donc il y a eu tout ça et donc voilà, donc j'ai décidé d'arrêter et de partir en prépa en me disant que quand je serai en école, il y aurait sûrement un autre projet à lancer et des belles choses à faire. Tu as souvent parlé de Jean-Didier, Gabriel, du fait d'un besoin de s'associer. Ouais. Comment elle s'est faite, cette recherche d'associer, et qu'est-ce qui a été important pour toi là-dedans? Ça s'est fait très différemment dans les deux cas. Donc Jean-Didier, on s'était rencontrés par hasard, un apéritif, ce que je vous disais, avec des potes de mes parents. J'ai travaillé bénévolement pour lui pendant 3 semaines, un mois sur une de ses apps pour lui faire des retours en termes de UX design ou des choses comme ça. Donc en fait, j'étais vraiment proactif je veux trouver quelqu'un, j'ai besoin de quelqu'un là pour mon projet. Et je pense que quand on se met dans cette posture-là, on trouve plus rapidement quelqu'un qui peut correspondre. Gabriel, j'ai contacté 30 développeurs full stack sur LinkedIn. Il y en a 3 qui ont répondu, il y en a un qui était sympa. Et du coup, c'était lui. Donc on a bien discuté et en fait, ça s'est fait très naturellement. On a fait un appel, puis 2, puis un FaceTime. Et puis en fait, vas-y, on commence à bosser ensemble. Je t'envoie un peu les maquettes de l'idée que j'ai. On voit comment on peut coder, ce qu'on peut faire. Et on a bossé ensemble pendant 6 mois avant de se rencontrer, c'est ce qui est marrant. Avec Gabriel, alors qu'il était à Paris, j'étais à Lille, donc on aurait pu se voir. Mais en fait, on était tous les soirs en appel pendant 3-4 heures et on bossait, on avançait. Et c'est au bout de 6 mois qu'on s'est dit bon allez, on va se faire un week-end, viens à Lille, on se rencontre. Et par rapport à ce que je recherchais, dans les deux cas, je pense que je cherchais quelqu'un qui était un peu plus que développeur, qui était vraiment cofondateur, qui avait envie de porter aussi une vision au niveau du produit et qui apportait un investissement supplémentaire, pas juste le côté technique. Et je sais pas si c'est possible, mais jamais tu t'es dit tiens, je vais apprendre à coder et je vais le faire moi-même? J'ai essayé au début de banquet, autre échec. J'ai pas été très sérieux non plus, j'ai pas été très rigoureux. J'ai passé, je pense, 3 semaines, un mois, donc c'est pas du tout sérieux. C'était avec Gabriel, c'est Gabriel qui m'a dit si tu codes, on pourra aller 2 fois plus vite. Ouais, c'est vrai, faut apprendre. Et du coup, il y a une période de 3 semaines, un mois où on codait tous les soirs, du coup on avançait plus sur l'appli. Et au bout de 3 semaines, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Ça me gonfle quoi. J'avais l'impression de retourner en prépa quand on faisait des maths. Je vois dans quelle mesure c'est cool et dans quelle mesure c'est hyper kiffant, mais pas pour moi, je pense. Et puis surtout, on n'avançait pas parce que lui perdait du temps à m'expliquer, moi je perdais du temps à essayer. Donc du coup, j'ai abandonné l'idée. Mais par contre, j'ai fait un petit peu de no-code et ça se développe bien le no-code. Donc pour développer aujourd'hui des applications aussi, mais des sites internet, que ce soit avec Adalo, avec Bubble. Et c'est une façon, on va dire, de faire du code à partir de briques. On appelle ça from scratch, c'est des briques que tu fais glisser, que tu assembles un peu comme des Lego, et ça te permet de créer des applications, soit des applications web, soit des applications mobiles, de plus en plus. Et ça va tendre à se développer, je pense, avec l'IA aussi. Donc c'est une piste à explorer. J'avais vu aussi que tu étais associé dans Team for the Planet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu le concept? Team for the Planet, j'adore ce qu'ils font. Alors je sais plus depuis quand je suis associé, si c'est 2021 ou 2022. En fait, c'est des entrepreneurs qui se sont dit il y a peut-être un truc à faire pour l'environnement, pour le climat, en partant de l'entrepreneuriat, et qui se sont dit on va créer 100 boîtes, on va lever 1 milliard, et donc 10 millions pour chaque boîte, et avec toutes ces boîtes-là, on va essayer de décarboner avec plein de solutions. Donc il y en a une qui fait de la peinture pour repeindre les toits en blanc
dans les régions qui sont les plus touchées par la canicule. Et ça marche super bien, ça permet d'utiliser beaucoup moins la clim. C'est que des solutions en fait hyper pratiques comme ça, qui semblent évidentes quand on en parle. Et en fait, ils en développent 100, avec des entrepreneurs talentueux derrière, avec tout l'écosystème, que ce soit startup ou French Tech, qui les soutient aussi. Donc, quand j'ai entendu parler du projet, ça m'a semblé hyper intéressant parce que ça me parle beaucoup. Et j'adore ce qu'ils font. Ils sont excellents en com, ils sont très très bons en communication. C'est Arthur Aubeuf qui gère la communication. Il est très bon. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'avais peut-être une autre question un peu plus perso. Tu dis justement que tu as fait plein de projets. Parfois, tu passais 3-4 heures tous les soirs, tout ça. Comment tu arrivé à garder un certain équilibre social, tout ça? J'ai eu une chance justement, c'est que comme je me suis lancé assez tôt, j'ai essayé assez tôt. Avec Greener, j'étais au lycée. Et mine de rien, au lycée, on a beaucoup de temps. Et je m'en rendais pas forcément compte avant d'être dans le Greener. Mais en fait, on a facilement 3-4 heures par jour quand on est au lycée. Et donc ça me laissait le temps quand même de voir des amis, de faire un peu de sport, de sortir aussi un peu. Et ça se faisait assez naturellement. Que ce soit, je bossais un peu le matin, des fois un peu le soir en rentrant des cours, le week-end à fond. Et ça se faisait assez naturellement. Évidemment, ça aurait été impossible en prépa. Mais en école, pareil, en école, on a le temps. Donc je trouve que ça dépend des périodes dans lesquelles on est. Ouais. Bon, question un peu conclusive, disons. Ouais. Si tu devais donner des conseils à des gens qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi? Alors déjà, je suis pas du tout légitime pour donner des conseils, je pense. Mais pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il y aurait tellement de choses à dire. Déjà, le faire, de tester, de foncer, parce qu'en réalité, dans 90% des cas, les super idées, une fois qu'elles sont confrontées au marché, ça marche pas, parce que c'est pas comme on imagine. Donc vraiment de tester, de vraiment pas faire l'erreur, la connerie que j'ai faite justement avec Banquet, de vraiment faire un MVP, donc un minimum viable product, pour tester son idée à petite échelle avec une petite version de son idée. Parce que vouloir développer toute l'idée et se dire non mais je fais un truc super et puis comme ça ce sera trop bien et puis ensuite je pourrais le proposer, c'est le meilleur moyen de passer 9 mois à faire un truc dont personne ne veut, qui est magnifique mais dont personne n'a quelque chose à faire. Donc je pense qu'il faut tester son idée le plus rapidement possible et pas lancer son produit trop tard. Ouais. Merci. Merci à vous. Quand j'avais 15 ans, j'ai créé une application mobile qui s'appelait Greener et qui permettait de recenser, de ramasser les déchets sauvages pour permettre aux mairies de connaître, de savoir où il y en avait en France. Le faire, de tester, de foncer, parce qu'en réalité, dans 90% des cas, les super idées, une fois qu'elles sont confrontées au marché, ça marche pas. Et j'ai le sentiment quand même que dans notre génération, il y a de plus en plus de gens qui font aussi ce constat-là, sans forcément parler d'écologie ou d'impact social, mais du fait de vouloir trouver du sens dans son travail et de vouloir chercher un petit peu ce plus et pas juste l'équipe, le salaire, d'avoir un peu aussi une question de chercher une mission, de chercher un truc qui nous motive un peu. Donc, la boîte s'appelle Trace for Good et c'est un SaaS B2B qui permet aux grandes marques de mode de faire de la traçabilité sur les vêtements.